Troisième et dernière partie de l'Africa Newsroom. Le plateau est toujours au complet avec nos invités. Laurence Dong, Gaston Maungu et notre éditorialiste Jean-Marie Bitomo. L'actualité économique à présent, nouvelle découverte de pétrole au large du Sénégal. Le gisement est situé sur le puits VR1 du champ SNE. C'est le 8e puits foré avec succès depuis 2014, soit un taux de réussite de 100%. Oumokal Somba. La société d'exploration de gaz et de pétrole Phare Ltd avance que son partenaire Cairn Energy a découvert un autre gisement de pétrole sur les champs SNE, précisément le puits VR1. Ce puits VR1 a été foré à une profondeur de 2759 mètres. Rappelons que Cairn Energy est l'opérateur du champ. La société d'exploitation pétrolière a une participation de 40%, suivie par ConocoPhillips avec 35%, Phare Ltd détient 15% et enfin l'État du Sénégal détient les 10%. Le puits VR1 est un grand succès. Il fournit des informations importantes sur la géologie du flanc ouest du champ SNE et en particulier sur la nature des réservoirs de la série 500. La compréhension de ces réservoirs est essentielle pour finaliser la conception du plan de développement de la phase 1. Nous attendons avec impatience d'apporter à nos actionnaires les résultats des prochains travaux de forage dans cette formation. En 2014, Cairn Energy a découvert 2 gisements de pétrole sur le bloc de Sangomar à 100 km au large de Dakar. La société avait annoncé la commercialisation des premiers barils de pétrole à partir de 2021 ou au plus tard en 2023. En août 2016, les réserves du bloc ont été estimées à plus de 2,5 milliards de barils. C'est pourquoi nous considérons qu'il est important de renforcer la formation en pétrochimie pour les jeunes, renforcer aussi ce qui va créer de l'emploi, renforcer aussi la société de raffinage existante, la raffinerie existante, et puis essayer de trouver des partenariats pour en créer d'autres. C'est ça la voie royale pour permettre à nos pays de bénéficier correctement du pétrole et de réduire le chômage, de créer des opportunités pour les jeunes et de réduire la pauvreté. Selon de nombreux experts, la découverte de pétrole au large du Sénégal, notamment le 8e puits, devrait avoir des retombées économiques considérables pour ce pays de l'Afrique de l'Ouest. Son exploitation va favoriser la création d'emplois, de la valeur ajoutée ou encore l'entrée de devises et l'arrivée des investisseurs étrangers. Alors Jean-Marie, ces nouveaux gisements sont une manne économique potentielle pour le Sénégal, mais comment s'assurer que le pays en profite pleinement ? Vous connaissez bien ma position là-dessus, Graziella. C'est-à-dire, c'est un peu scandaleux pour moi ce que je viens d'entendre. J'ai toujours dit sur ce plateau, je suis étonné par le fait que quand vous avez les multinationales qui viennent en Afrique, la façon dont on pondère le capital financier qui arrive et la pondération qui est faite des matières premières que l'Afrique détient en tant que telle, j'arrive pas à comprendre, si vous voulez, que vous avez un État comme l'État du Sénégal. Matières premières, si vous voulez, naturelles, que la nature a doté le Sénégal se retrouve à 10% là-dedans. Je parle toujours de la signature des contrats léonins sur ce plateau. Déjà, nous savons très bien que si je ne veux pas faire toute l'histoire de la coopération économique, si vous voulez, entre l'Afrique et l'extérieur. Même quand on nous prête de l'argent, cet argent-là ne va pas développer nos pays. Cet argent-là sert, comment dirais-je, à financer, c'est-à-dire à acheter du matériel aux entreprises extérieures, pas au Cameroun, pas au Sénégal, pas au Gabon, pas en Côte d'Ivoire. Et nous continuons, c'est-à-dire nos dirigeants continuent toujours la même pratique. Et moi, je suis complètement dépassé et déphasé par rapport à ce style de raisonnement-là. Il n'est pas admissible que la pondération, c'est-à-dire quand les multinationales arrivent chez nous en Afrique, la pondération capitalistique est toujours supérieure à la pondération des matières premières qui sont à la base. Parce que sans votre capital financier, vous allez investir sur quoi? Vous allez investir sur les matières premières. Sans ces matières premières-là, vous n'investissez pas en tant que tel. Et j'arrive pas à comprendre comment nos États arrivent toujours à signer des contrats aussi léonins à ce jour. Vous avez vous avez la matière première du Sénégal dans laquelle le Sénégal se retrouve actionnaire à 10%. Allez-y. Remarquez ça, c'est François Mitterrand qui parle à la bolle. Quand je constate, par exemple, que le flux de capitaux qui va du sud pauvre vers le nord riche est plus important que le flux de capitaux qui va du nord riche au sud pauvre, je dis qu'il y a quelque chose qui ne va pas. La colonisation n'est pas morte. Ce n'est plus le colonialisme des États, c'est le colonialisme des affaires et des circuits parallèles, c'est tout dit. Alors, qu'est-ce qui se passe?
Il faut combattre ce système déjà qu'eux-mêmes les Français. Ici, le président Mitterrand décrit. Il faut que nous trouvions une possibilité pour rassembler une troïka africaine et venir parlementer avec le Parlement européen, car les décisions se prennent au Parlement européen. C'est ça le travail que nous, leaders d'opinion, nous sommes en train d'exposer. Moi, je dirige une association. Nous pensons que c'est seulement comme ça que cette question peut être réglée. Sinon, l'Afrique va toujours continuer à se laisser saigner. Madame Dong. Oui, alors on rend beaucoup l'Europe responsable, la France, l'Europe, etc., de ce qui se passe en Afrique. Mais aujourd'hui, il y a des Africains responsables. C'est aux dirigeants africains de prendre leurs responsabilités. Les dirigeants africains aussi doivent prendre leurs responsabilités. Est-ce qu'ils aiment véritablement leur pays? C'est une question de personne aussi. On aura beau venir dire à l'Europe ce qu'elle doit faire, mais excusez-moi, chacun veut le meilleur pour son peuple. L'Europe négociera ce qui l'avantage. Les pays européens, les multinationales négocieront ce qui les avantage. Pourquoi ceux qui négocient pour l'Afrique ne négocient pas ce qui est mieux pour l'Afrique? Parce que derrière, nous avons des autorités qui sont corrompues, qui prennent des bacs chiches pour continuer de vendre l'Afrique et qui, même dans les 10% de pétrole qui vont être attribués au Sénégal, on l'a vu pour le Gabon et pour d'autres pays, ça va finir dans les poches d'une oligarchie et on aura à peu près 1% qui va peut-être repartir dans les caisses de l'État. Voici notre problème. Tant qu'à la tête de l'Afrique, nous aurons des autorités corrompues, illégitimes, parce que souvent arrivées là par des élections frauduleuses et qui s'accaparent le pouvoir politique, pas pour le pouvoir politique, mais surtout pour le pouvoir économique qu'ils leur donnent, parce que c'est une prédation des ressources. Ils se maintiennent au pouvoir pour mieux piller les États. Et ça, ce n'est pas l'Europe qui leur demande de le faire. C'est eux-mêmes qui aujourd'hui ne réalisent pas que le monde a changé, l'Afrique a changé et que continuer de gérer comme ça, ça relève d'un autre temps. Et c'est pour ça que nous, maintenant, nous devons nous battre pour changer ce genre de personnes. Il faudrait que nous soyons conséquents. Vous voyez, simplifions les choses. Une maison où il y a de la richesse, un père de famille, une maison pauvre, un père de famille. Le père de famille qui est pauvre vient voler chez le père de famille qui est riche. Et quand vous allez le comprendre, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut confronter les deux. Nous savons que les dirigeants sont pourris. C'est pour ça que nous écrivons des ouvrages. Comment vaincre l'oligarchie kleptocrate des présidents africains. Donc nous connaissons bien nos problèmes. Mais le fait est que pour arrêter tout cela, on ne va pas continuer de dire c'est un tel qui a tort, c'est un tel. Pourquoi ne pas prendre les deux parties? C'est nous, la population, qui devons être braves. Prendre les deux parties pour dire, bon, dites-nous qu'est-ce qui se passe à propos des matières premières. Merci. C'est ça qui est important. Merci, M. Maungu. Dans le reste de l'actualité économique au Nigeria, la direction des impôts est appelée à justifier un manque à gagner évalué à 12,8 milliards de dollars durant la période 2006-2016. La mesure a été prise dans le cadre de la croisade lancée par le gouvernement contre la corruption qui prend des proportions inquiétantes. On fait le point avec Oumou Kalsoumba. Le comité du Sénat nigérian en charge des impôts a annoncé l'ouverture d'une enquête portant sur un gap financier de 12,8 milliards de dollars dans les caisses du service des impôts entre 2006 et 2016. Une enquête antérieure avait fait état de gabegies, notamment de non-usage des formulaires de devises, une mauvaise classification des cargaisons selon le système des codes harmonisés, le non-contrôle de ces cargaisons ainsi que le manque d'infrastructures technologiques adéquates ont été également notés. L'enquête ne se rapporte pas aux dépenses effectuées. Il s'agit de fuites. Le comité s'interroge sur les pertes enregistrées et mettra tout en œuvre pour que les parties impliquées rendent l'argent qui manque. La corruption et le détournement de deniers publics restent un fléau qui mine l'économie du Nigeria. De nombreuses institutions étatiques ont été épinglées dans les rapports. En 2016, le gouvernement a indiqué dans un communiqué que 7 milliards de naira, soit près de 32 millions d'euros, ont été récupérés auprès des sociétés et de personnes inculpées pour détournement de deniers publics. Le Nigeria, c'est un pays qui a tous les atouts pour devenir développé, alors très développé. Mais le niveau de déperdition des ressources publiques de ce pays du fait de la corruption est tel que, malgré tous les efforts qui peuvent être faits, malgré tout le potentiel dont dispose ce pays, il est impossible de décoller sur le plan du développement. Mais quand vous regardez le niveau de vie, ce développement humain du Nigeria, vous vous posez des questions, vous vous demandez mais où vont toutes ces ressources? En réalité, elles vont dans la corruption,
parce qu'il y a régulièrement des cas de corruption qui sont dénoncés. Dès son accession au pouvoir en 2015, le président nigérian Muhammadu Buhari a pris l'engagement de lutter contre la corruption et la gabégie. En ce sens, le gouvernement va récompenser les lanceurs d'alerte qui pourraient recevoir jusqu'à 5% du montant total recouvré. Alors, plus de 12,8 milliards de dollars de manque à gagner des caisses du service des impôts entre 2006 et 2016 au Nigeria. Pourquoi est-ce que ces fuites n'ont pas été décelées avant? Est-ce que cela veut dire, Madame Dong, qu'il y avait quelque part une forme de laxisme dans la lutte contre la corruption au sein du gouvernement précédent? En fait, il faut savoir on le sait tous, que la corruption, c'est l'un des maux qui mine tous les gouvernements en Afrique et l'une des causes qui retardent notre développement. C'est ça, ce sont tous ces fonds qui sont détournés. Là, on parle du Nigeria, mais excusez-moi de revenir sur le Gabon. La Commission nationale de lutte contre l'enrichissement illicite, qui est quand même une institution gouvernementale, a publié un communiqué la semaine dernière qui dit qu'entre 2006 et 2012, 50% du budget de l'État gabonais a été détourné, a été distrait. Il est vrai que les problèmes de corruption sont communs. Est-ce que vous imaginez? Donc les problèmes de corruption sont communs à de nombreux États. Donc peut-être que là, au Nigeria, il y a une volonté maintenant de mettre les choses à plat et de faire en sorte de lutter contre cette corruption, mais encore, il ne faut pas que ce soit simplement une opération tape à l'œil pour mettre juste la poudre aux yeux de la population qui doit être en train de grogner, qui se plaint, mais que ce soit une réelle opération qui va viser tous les coupables et non pas en sélectionner quelques-uns comme on le voit dans certains pays juste pour calmer les populations. En ce qui concerne le Nigeria, en tout cas. Je pense qu'à ce niveau-là, les choses sont en train d'avancer. Depuis que le président Buhari est là, il a mis, si vous voulez, il a posé des règles sur la table. Et là où je peux me dire que ça peut un peu avancer, moi j'étais sur le plateau là, il y a cela 2 semaines, j'ai été abasourdi parce qu'on m'a demandé de parler, si vous voulez, du fait que vous avez 20% de la masse monétaire qui circule, si vous voulez, au Nigeria, c'est de la fausse monnaie en tant que telle. Donc, à partir de là, je me dis, voilà encore les mots qui vont nous miner en Afrique. On nous a dit que le Nigeria, si vous voulez, c'était la première puissance économique, la première économie d'Afrique. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que la masse monétaire, c'est-à-dire qui circule au Nigeria, vous avez 20%, si vous voulez, de cette monnaie-là, qui est de la fausse monnaie en tant que telle. Et le système, nous le savons tous, le système nigérian est gangréné par la corruption depuis. Pourquoi est-ce que le Nigeria n'est pas venu à bout de Boko Haram en tant que tel? C'est-à-dire de manière autonome. C'est pas que le Nigeria manque des capacités en tant que tel. C'est tout simplement lié au fait que les fonds qui étaient destinés à la défense étaient détournés, comment dirais-je, par les principaux leaders de l'armée nigériane en tant que tel. Il a fallu que le Cameroun tape la main sur la table et dise qu'on rentre au Nigeria. Et je pense que l'arrivée du président Buhari va, d'après ce qu'il a déjà mis en place, parce qu'il y a quand même eu des arrestations en tant que telles, donc il y a une nouvelle dynamique, c'est-à-dire c'est un manque à gagner énorme, Graziella, comme le disait tout à l'heure Laurent, c'est un manque à gagner, moi j'appelle ça, c'est un crime contre le développement de l'Afrique en tant que tel. Tout ce qui est corruption, détournement de fonds, c'est un crime contre notre développement, et en plus, au peu que nous avons pas grand-chose. Alors, Monsieur Maungu, comment être plus efficace finalement dans la lutte contre la corruption? Est-ce qu'il ne faudrait pas envisager, par exemple, de récompenser ou alors de protéger les lanceurs d'alerte comme c'est le cas depuis peu en Tunisie, par exemple? Est-ce que cela aiderait finalement à lutter contre ce fléau? Ce qui va nous aider à lutter contre la corruption, c'est l'éducation de la population. Lorsque la vie associative va se développer dans nos États, lorsque les leaders d'opinion vont véritablement travailler pour dénoncer et que tout le monde aura la capacité d'intervenir contre les caciques, contre les oligarques et les kleptocrates, c'est comme ça que l'envolée va s'élancer. Il faut qu'il y ait des hommes capables de combattre, capables de parler, est capable de dire comme chez nous, être prêt à mourir pour le développement de tout le monde. C'est ça qu'il nous faut. Cette éducation-là doit être donnée et c'est un travail qui ne se fait pas en une année, en beaucoup d'années. Mais s'il y a vraiment une cohérence entre les leaders d'opinion qui veulent changer les choses au niveau de l'éducation de la personne, on réussira à le faire. Merci, Monsieur Maungu. 244 millions de dollars, c'est notre chiffre du jour et il correspond au montant reçu par les Camerounais via le mobile money en 2015, un chiffre en constante hausse. Madame, donc, qu'est-ce qui explique le succès du mobile money, que ce soit au Cameroun, mais aussi dans les autres pays du continent?
C'est la facilité d'accès, parce qu'aujourd'hui, tout le monde a un mobile. Il ne faut pas oublier qu'au niveau de l'Afrique, on a un taux de bancarisation qui est assez faible. Donc, les transferts d'argent par les banques, c'est beaucoup plus compliqué parce que les gens n'ont pas de compte bancaire, on ne peut pas faire de virements, etc. Alors qu'aujourd'hui, tout le monde a un mobile. Dans tous les villages, on a des mobiles, donc on peut plus facilement, on a des téléphones portables, donc on peut plus facilement transférer de l'argent. Et donc, je pense que cette facilité, celui qui a eu cette idée de pouvoir faire transférer des fonds par le téléphone portable, c'est une idée de génie, parce que le téléphone portable, il est partout, dans tous les milieux, dans n'importe quel village, et toujours il y a moyen d'être joignable et de pouvoir recevoir des fonds. Alors, au Cameroun, les leaders de ce service, ce sont les opérateurs de téléphonie mobile que sont Orange et MTN, au détriment des banques, finalement. Jean-Marie, comment l'expliquer? Est-ce que ce n'est pas finalement aux banques de proposer ce service? Parce que la BEAC, notamment, dénonce une concurrence déloyale. Qu'en pensez-vous? Vous savez, la nature a horreur du vide, tout simplement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Madame Dong a parlé du taux de bancarisation en Afrique. Je parle toujours sur ce plateau de la notion de proximité culturelle. Quand on parle de l'économie, on a l'impression que l'économie, c'est quelque chose, si vous voulez, d'aléatoire. C'est pas aléatoire. Vous avez les canons de l'économie qui vous disent que pour vous développer économiquement, l'Afrique ne pourra se développer qu'à travers tous ces discours que nous tenons ici, là, à savoir qu'il faut que les Africains, nous-mêmes, nous prenons les choses en main. Vous ne pouvez pas avoir un expert qui sort de l'extérieur, qui va comprendre la psychologie de l'Africain pour aider l'Africain à son développement. Et c'est ce que j'ai dit tout le temps. Donc ici, là, nous rentrons dans une dimension. Je me souviens de la phrase de l'ancien Premier ministre béninois, M. Zinsou, qui disait que technologiquement, l'Afrique va bénéficier de quoi? De l'arriération. L'arriération, ça veut dire que nous avons la capacité de faire des sauts technologiques et d'arriver aujourd'hui, le mobile money et le mobile banking qui échouent ici, là, en Europe, on arrive, comment dirais-je, à l'implanter beaucoup plus facilement en Afrique. Tout simplement pourquoi? On saute par-dessus les branches, parce que la proximité culturelle, est-ce que vous voyez aujourd'hui, Graziella, votre grand-mère partir du Cameroun aller taper à la porte d'une banque pour pouvoir, comment dirais-je, demander l'ouverture d'un compte? C'est inadmissible, parce qu'elle s'est dit déjà, psychologiquement, ces gens-là, nous ne faisons pas partie du même monde en tant que tel. Donc quand je vais y aller, ils vont me casser les pieds. Les conditions qu'on va me poser sont des conditions qui sont des conditions aléatoires. Et de temps en temps, si vous voulez, comme nous le savons, nous parlons de bancarisation là aujourd'hui, prenez les taux d'intérêt. Les taux d'intérêt sont rédhibitoires en tant que tels. Donc les gens préfèrent passer, si vous voulez, par il n'y a rien de plus intelligent que le cerveau humain. Que vous prenez un individu n'importe où, dès l'instant que vous lui posez la solution la plus favorable sur la table, il choisit la solution la plus favorable. Et c'est tout. Et les banques vont aller en perte de vitesse aujourd'hui. Sur le plan international, vous avez quoi? Vous avez les banques qui se spécialisent de plus en plus, tout simplement. Pourquoi? Parce que faire l'activité généraliste et tout ne va plus rapporter autant que ça. Et ce sera le mot de la fin. Merci Jean-Marie pour toutes ces précisions. Monsieur Gaston Maungou, merci d'avoir été avec nous sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes écrivain et conférencier. Oui. Madame Laurence Dong, merci à vous également d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes enseignante chercheuse et auteure du livre Gabon, pourquoi j'accuse. Merci à vous, Graziella. Et merci à vous, Jean-Marie. Merci, Graziella, d'avoir passé cette heure-là avec vous sur le plateau, comme d'habitude. Bonsoir à nos téléspectateurs et à nos téléspectatrices. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Restez sur Africa 24 dans quelques instants, le journal de la rédaction.